BFM TV face à face. Apolline de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Gilles Kepel. Bonjour. Merci d'être ce matin dans ce studio pour répondre à mes questions, pour essayer avec vous de mieux comprendre qui tire les ficelles du Hamas, comment les services secrets n'ont-ils rien vu venir, les conséquences à la fois là-bas et ici. Gilles Kepel, vous êtes politologue, vous êtes spécialiste du monde arabe et vous avez également fait l'objet, vous faites toujours l'objet d'une condamnation à mort par le terrorisme islamiste. Vous êtes d'ailleurs sous surveillance rapprochée. Vous avez publié ce livre Prophète en son pays. On y reviendra sur aussi les liens et les ficelles éventuellement avec ce qui se passe en France. Dans un instant, nous rejoindrons Nicolas Poincaré en Israël. Mais une première question avec vous, Gilles Kepel. Comment est-ce qu'ils ont pu être surpris à ce point, les services secrets, l'armée israélienne? Je crois que là, il y a une lourde responsabilité du gouvernement Netanyahou, otage de son extrême droite, ce qui fait que toute l'armée israélienne était en Cisjordanie en train de faire la police autour des nouvelles colonies de peuplement. Et donc, la frontière avec Gaza a été très largement dégarnie. Par ailleurs, il y a sans doute eu une mauvaise interprétation de ce qui était en train de se passer avec Hamas. Une croyance que Hamas était finalement en train de co-gérer la bande de Gaza avec Israël. C'est un peu ce que disait d'ailleurs le patron civil du Hamas à Gaza, M. Sinwar, sans se rendre compte que Hamas est aujourd'hui un parti ou une organisation qui n'a plus véritablement d'autonomie stratégique, mais qui s'inscrit dans ce qu'on appelle l'axe de la résistance iranienne au Levant. Et pour l'Iran, aujourd'hui, le danger absolu, c'est la normalisation éventuelle de l'Arabie Saoudite avec Israël. Et on va y revenir parce que c'est dans ce contexte, et vous allez nous parler dans un instant du rôle de l'Iran, c'est dans ce contexte effectivement d'une tentative de rapprochement ou de normalisation des relations avec le reste du monde arabe que ces massacres ont eu lieu. Je voudrais juste un instant, il vient d'y avoir 2 ministres israéliens, officiellement pour la première fois, qui ont visité l'Arabie Saoudite. Et ça, me semble-t-il, ça a été l'un des éléments déclencheurs fondamentaux, même si, bien sûr, la coïncidence avec le 50e anniversaire de la guerre du Kippour n'est pas fortuite. Cela crée une urgence voilà, pour le Hamas à réagir, pour le Hamas et pour l'Iran. Je voudrais qu'on retrouve Nicolas Poincaré, qui est en Israël pour RMC et BFM TV. Vous êtes à Ashdod, un peu moins exposé, parce que hier, précisément, vous étiez tout au sud du pays. Vous vous êtes rendu à Sderot. Sderot, c'est cette ville qui est à 3 km de la bande de Gaza. Et Nicolas, dites-nous ce que vous avez vu, un État véritablement totalement en guerre. Oui, une zone sous très très haute tension après ce week-end totalement traumatisant qu'ont vécu les habitants de ces localités autour de la zone de la bande de Gaza, des habitants qui ont fui en masse, mais ceux qui restent racontent encore effectivement des scènes terrifiantes le week-end dernier lorsque les hommes du Hamas sont arrivés en pick-up, en moto, ont enlevé des otages, ont tiré sur la foule, et les soldats du Hamas, de l'armée israélienne, pardon, qui naturellement ont repris maintenant totalement le contrôle de toutes les localités autour de Gaza, reste extrêmement nerveux, craignant de nouvelles infiltrations, craignant qu'il puisse rester quelques hommes du Hamas qui n'aient pas regagné la bande de Gaza et qui puissent faire éventuellement des actes suicidaires. Encore donc une très très grande nervosité et parallèlement la préparation de tout ce que la plupart des gens attendent ici, c'est-à-dire probablement une offensive terrestre vers Gaza. Et ça se voit par l'accumulation de dizaines et des dizaines de tanks et des dizaines de milliers de réservistes qui arrivent. Ce qui se passe aussi principalement dans cette zone encore, et ce matin, même si je me suis éloigné maintenant à une vingtaine de kilomètres de Gaza, on entend encore parfaitement et tout le temps, des bombardements de l'aviation israélienne sur la bande de Gaza. Nicolas Poincaré en direct d'Israël, et ce matin justement j'étais aussi en direct sur RMC avec un habitant de Gaza, et alors qu'il me parlait, on entendait ce que décrit Nicolas à l'instant, c'est-à-dire ces bombardements quasiment toutes les 3 secondes. Gilles Kepel, vous mentionniez le rôle de l'Iran. Le Hamas n'a pas pu faire cela seul. Quel est le rôle de l'Iran ? Ça semble très difficile que Hamas ait pu penser une opération de cette ampleur seule. On a annoncé dans un premier temps qu'il y avait eu plus de 1000 combattants qui avaient passé la frontière.
tous habillés en noir. Aujourd'hui, on annonce que 1500 cadavres ont été retrouvés sur le sol d'Israël. Je ne sais pas exactement ce qu'il y en a, mais ça fait beaucoup de monde. Ça demande des entraînements énormes et ça demande surtout une logistique gigantesque. Et on voit bien aujourd'hui qu'avec l'effondrement du leadership islamiste sunnite, Daesh a été démoli, les frères musulmans ne sont plus du tout en position de force aujourd'hui. Le Qatar cesse de les soutenir comme il le faisait autrefois puisqu'il s'est réconcilié avec l'Arabie saoudite. La Turquie d'Erdogan les a fait partir parce que Erdogan a besoin des pétrodollars saoudiens et émiratis dans les coffres de ses banques pour juguler l'inflation. Mais étonnamment, quand on vous écoute, on a l'impression qu'ils sont plutôt dans un moment de faiblesse et pourtant c'est le moment où ils montent cet axe de grande puissance. Oui, mais c'est ce que je suis en train de vous dire parce que justement, du coup, ils ont été obligés d'être instrumentalisés par l'islamisme chiite. C'est ça. C'est-à-dire que ce qui peut sembler curieux, c'est que c'est un parti sunnite qui est issu des frères musulmans, Hamas. Et ce qui veut dire, Hamas en arabe, c'est Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, ça veut dire mouvement de la résistance islamique. Mais aujourd'hui, c'est l'Iran qui contrôle ce qu'il appelle l'axe de la résistance, donc qui part de Téhéran, qui passe par un certain nombre de milices chiites irakiennes, par le régime de Bachar el-Assad en Syrie, le Hezbollah au sud du Liban et Hamas. Mais pour autant, l'Iran n'a pas responsabilité. Et l'Iran, pourtant, si on vous écoute bien, l'Iran a une responsabilité directe, a une implication directe, mais ne la revendique pas. Non, parce que sinon, le pas suivant, c'est la guerre. Une guerre à beaucoup plus grande ampleur. Et l'Iran est une puissance du seuil nucléaire quasiment aujourd'hui. Et si vous voulez, tout se joue à travers ça. C'est-à-dire que pour l'instant, on se focalise, c'est très normal aujourd'hui, sur les images absolument épouvantables qu'on a vues avec l'infiltration. Des images d'ailleurs surprenantes parce que le Hamas n'avait pas l'habitude de fonctionner de cette manière-là. Et c'est la manière de fonctionner, la violence, les décapitations, les exécutions plutôt, les décapitations comme ça rappelle davantage les images que Daesh diffusait, si vous voulez. C'est un mode opératoire, oui, Daesh. On a d'ailleurs évoqué ce qui s'était passé sur le sol français, bien sûr. On peut remonter jusqu'aux attentats de Mohamed Merah, on peut remonter évidemment au Bataclan, on peut remonter à Nice. Et la rave party, si vous voulez, donne le sentiment que ça appartient un peu au même mode opérationnel, vous voyez. Mais ça, c'est quelque chose que Daesh n'avait pas la capacité de faire avec cette ampleur. Daesh ne pouvait pas envoyer 1500 personnes. Mais Gilles Kepel, si je vous écoute, ce que je comprends, c'est que l'Iran lui-même n'a pas tant intérêt que ça à revendiquer la paternité de cette action, mais au fond, nous-mêmes occidentaux n'avons pas non plus intérêt à pointer trop directement la responsabilité de l'Iran, parce qu'alors il faudrait aller au bout de cette logique et que les États-Unis, l'Europe rentrent en guerre avec l'Iran. Et dans ce cas, c'est le mot que vous avez prononcé et qui est le mot qui fait le plus peur, c'est le mot nucléaire. Oui, c'est vrai, mais c'est le dilemme du savant et du politique. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas chargé de la politique de la France ou de quelque autre pays. Je suis là pour essayer de comprendre et de décrypter avec vous, et pour les téléspectateurs qui nous écoutent, ce qui se passe réellement au Moyen-Orient. Or, en m'appuyant sur mes 40 ans de travail, que j'ai essayé de résumer dans le livre que vous avez mentionné tout à l'heure, Prophète en son pays, je fais l'hypothèse, qui je crois est assez bien étayée, qu'il s'agit là d'une stratégie de l'axe de la résistance iranienne. Mais que l'Iran lui-même, après ce coup de force, ne souhaite pas qu'il y ait le seuil au-dessus. Par exemple, vous avez vu que le Hezbollah, qui est lui directement le supplétif de l'Iran au Sud-Liban, parti chiite, a tiré quelques roquettes en solidarité quand l'armée israélienne a commencé à bombarder Gaza, mais n'a pas augmenté la tension. Mais c'est retenu. Est-ce que l'Arabie saoudite... alors que le Hezbollah dispose aujourd'hui au sud du Liban d'une quantité de missiles
qui peuvent dévaster la Galilée. Est-ce que l'Arabie Saoudite, vous mentionniez un rapprochement, au minimum une normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite, est-ce que c'est encore possible ou est-ce que ce qu'il s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi et ce qui se passe depuis rend tout rapprochement impossible désormais? En tout cas, ça va le rendre plus difficile. Et d'ores et déjà, il y a eu une déclaration du ministère des Affaires étrangères saoudien mettant en garde contre l'attaque sur Gaza, contre les victimes palestiniennes, ceux qui désacralisent les lieux saints de l'islam, etc. Et bien évidemment, tous les pays arabes qui se sont engagés dans un processus de paix avec Israël, du Maroc au Bahreïn, en passant par l'Égypte, la Jordanie et les Émirats, sont aujourd'hui extrêmement attentifs parce que leur opinion publique, spontanément, aujourd'hui, ressent une solidarité avec Gaza, en tout cas avec Gaza bombardée. Et beaucoup de gens, certainement dans le monde arabe, ont trouvé atroce ce qui s'est passé dans le sud d'Israël, les otages, les cadavres, etc. Même si certains, peut-être, ont pu trouver une justification guerrière, je n'en sais rien. Mais globalement, c'est un cycle provocation, répression, solidarité, très classique. Et bien sûr, autant on comprend que du point de vue de la logique politique israélienne, il est nécessaire pour M. Netanyahou, surtout eu égard à ses errements politiques. Errement politique et même errement sur la menace. Des officiels du renseignement égyptien disent que l'Égypte avait prévenu Israël de quelque chose de très gros, c'est l'expression qu'ils utilisent, qui allait se passer. Ils disent que les Israéliens auraient minimisé cette menace qu'ils avaient pourtant partagée avec eux. Ça, si c'est le cas, effectivement, c'est une enquête qui va sans doute coûter très cher à ceux qui sont montrés au doigt. Mais je n'ai pas les moyens de la faire devant vous aujourd'hui, bien sûr. Mais ce qui est important, c'est de voir que autant on peut, dans la logique du gouvernement israélien, parfaitement comprendre, ou en tout cas comprendre les raisons pour lesquelles il y a une attaque de cette ampleur sur Gaza, pour des raisons aussi internes israéliennes, autant une attaque comme ça fait que dans le monde arabe et dans le monde musulman, vous allez avoir de forts réflexes de solidarité avec Gaza bombardée, y compris en Europe. Y compris en Europe, et j'y viens, la question de la perception de ce qu'il se passe là-bas. Ici, Gilles Kepel, vous avez souvent parlé du fil finalement pas si tenu entre ce qu'il se passe là-bas, entre l'islamisme radical là-bas et la montée d'un islamisme radical ici. Vous en êtes d'ailleurs physiquement touché, puisque je le disais je ne suis plus sous protection, je ne suis plus menacé. Vous avez été menacé, oui. Vous avez même été menacé de guerre, cible de Daesh, du terrorisme islamiste, et vous avez publié ce livre, je le disais, Prophète en son pays, dans lequel vous dites que lorsque l'on parle de ces choses-là en France, quand on est universitaire comme vous, on est parfois rejeté. Je voudrais vous faire réagir aux propos qui ont été tenus hier dans une classe, dans une université en plein cœur de Paris. Ça se passe à Assas, université de droit. Un enseignant chargé de travaux dirigés s'est adressé à ses élèves de première année. Il leur a dit vous êtes en retard, je vais vous faire comme à la rave. Ici, on a l'électricité, c'est pas comme à Gaza. Et il a encore ajouté, est-ce que vous avez besoin de roquettes pour vous réveiller ? Des propos jugés suffisamment sérieux pour que la ministre de l'enseignement supérieur les condamne, demande à ce qu'il soit sans doute relevé de ses fonctions. Est-ce que ça vous surprend ? Si ces propos ont été tenus tels que vous les rapportez, bien sûr, on n'a pas le la ministre de l'enseignement supérieur les a mentionnés. Tel quel, oui, effectivement, c'est assez effrayant. Mais vous savez, on est dans une ambiance assez délétère à l'université, où aujourd'hui, disons, la logique woke règne. Moi-même, je suis invité à quitter le plus rapidement possible l'enseignement supérieur. On peut le dire, vous êtes mis dehors. Oui, poussé à la porte, même si ma retraite va arriver un de ces jours. Vous avez été mon étudiante autrefois, et vous vous souvenez de ce qu'était à l'Institut d'études politiques de Paris. Avant le woke, si vous voulez. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout ça. Et c'est très difficile pour quelqu'un comme moi de pouvoir continuer à enseigner. Et ce que je dis aujourd'hui est mal perçu, alors que je ne suis pas particulièrement partisan dans cette affaire. Mais mal perçu par qui ? Mal perçu par quoi ? C'est-à-dire que pour vous, il y a un lien entre entre l'idéologie
Quand vous parlez des woke, on entend plutôt ici, à propos de woke, une idéologie qui viendrait des États-Unis, qui serait féministe, qui serait égalitariste. Vous parlez de woke comme on entendrait islamo-gauchiste, Oui, l'expression on qui peut avait été appeler utilisée ça, par la oui. ministre Oui. de l'enseignement supérieur précédente. Voilà, ou si vous voulez, tout ce grand mouvement qu'on appelle le mouvement décolonial aujourd'hui, qui est relayé par les indigènes de la République et autres, où toute analyse distanciée et critique de ce qui se passe dans le Sud est interdite car marquée au coin de l'orientalisme colonial, etc. C'est pas du tout ça. Vous dites dans votre livre, ces intellectuels sont tétanisés par la culpabilité post-coloniale. Ils font de l'islamophobie le ressort exclusif des grandes manifestations antiterroristes du 11 janvier. Proclamer « Je suis Charlie » pour eux, c'est faire acte d'islamophobie. Et pour vous, tout cela a continué à se terrer jusqu'aux attentats. Vous dites cette cécité les conduit à minimiser le péril djihadiste, de peur de désespérer Molenbeek, comme les compagnons de route du Parti communiste s'interdisaient de dénoncer les exactions du stalinisme, de peur de désespérer Billancourt. Oui, c'est ça. Et c'est bien le problème aujourd'hui qui se pose. Est-ce que vous faites référence, est-ce que vous pensez dans cela, par exemple au propos de la France insoumise qui a refusé de condamner les actes du Hamas ? Et qui a déclenché un tollé à gauche, justement, et qui est aujourd'hui en train, d'après ce que je vois, de fragiliser la NUPES et même LFI, puisqu'il n'a échappé à personne que M. Corbière ou M. Ruffin ne sont pas tout à fait sur la... Ils ont pris des distances et ils ont, eux, pour le coup, condamné sans réserve les actes... Bompard-Mélenchon, là-dessus, bien sûr. Et ça, si vous voulez, ce qui se passe au Moyen-Orient, au Levant, en Afrique du Nord, aujourd'hui a une grande porosité en Europe, du fait que le mixte entre la rive sud et la rive nord de la Méditerranée est immense, par les migrations, par les pressions, etc. Et tout ce qui se passe au sud et à l'est de la Méditerranée a un écho au nord et en particulier dans les quartiers populaires. C'est du reste un peu la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, c'est pourquoi il est allé récemment au Maroc, où il a dit pique-pendre sur la politique française. Il a critiqué la politique française au Maroc. Et effectivement, et donc c'est toute cette... Vous voyez, vous avez toute espèce de... Bon, ça fait partie du débat, mais je crois quand même qu'il faut faire attention à éviter d'attiser les passions. Dans ce genre de phénomène, ce qui est important, et c'est moi ce que j'essaye de faire, c'est d'analyser, de comprendre, de fournir les éléments de réflexion qui permettront aux uns et aux autres de se faire leur opinion. Vous voyez, quand vous me dites... Allez-y, Gilles Kepel. L'Iran, il ne faut pas parler de l'Iran, enfin, vous ne me dites pas ça vous, mais on ne veut pas parler de l'Iran parce que après, la question c'est... C'est quoi, c'est munichois ? Enfin, je veux dire, allons-y, hein, franchement, posons la question. Et pour quelqu'un qui est d'origine tchèque comme moi, Munich, ça fait toujours mal. Mais si vous voulez, c'est difficile de s'aveugler. Il faut absolument, et c'est le rôle de l'universitaire, même quand on lui interdit de s'exprimer, c'est d'analyser les phénomènes sociaux. C'est à ça qu'on sert dans la société. Après, les politiques prendront, les journalistes en feront ce qu'ils voudront. Mais notre responsabilité à nous, comme universitaires, c'est d'essayer de déceler, d'élucider, si vous voulez, les paradoxes de la société. Et vous dites dans ce livre qu'une partie des universitaires refuserait qu'on s'intéresse même, c'est-à-dire qu'on étudie même, puisque la chaire que vous présidiez sur les questions ces questions du monde arabe et méditerranéen a tout simplement été fermée. C'est même pas qu'elle aurait été donnée à quelqu'un d'autre que vous, c'est que ces études-là ont été fermées. Gilles Kepel, est-ce que vous estimez, quand vous dites qu'il ne faut pas attiser les passions, qu'il y a un véritable risque quand on entend Gérald Darmanin qui dit que ce qu'il se passe à l'extérieur du pays a des répercussions dans notre pays, voilà ce qu'il a dit. Est-ce que c'est une chose que vous voyez ? Est-ce que dans ces mouvements géopolitiques, vous voyez des liens jusqu'à ce qui se passe en France ? Oui, tout à fait. Je viens de dire sans le savoir la même chose que lui. Et moi, j'ai passé toute ma vie à étudier l'interaction entre les deux. J'ai commencé ma carrière en étudiant le djihadisme en Égypte, où je suis allé en 1980. Et ça n'intéressait personne à l'époque, mais les gens que j'étudiais ont assassiné Sadat pendant que j'étais sur place. Et ensuite, quand je suis revenu à Paris, j'ai commencé à étudier ce qui se passait avec la naissance de l'islam en France, alors dans sa pluralité, qui n'est pas réductible bien sûr aux mouvements islamistes, mais il y avait un phénomène nouveau qui se produisait, qui était mon deuxième livre, Les banlieues de l'islam, qui était précurseur, date de 1987,
et qui essayait de voir qu'il y avait quelque chose de nouveau qui se produisait, qui était lié justement à cette espèce d'interpénétration entre les deux rives. Vous voyez, on a cru qu'avec les indépendances, tout était fini, chacun se développait de son côté. En réalité, les flux migratoires et puis aujourd'hui les réseaux sociaux... On a cru à la fin de l'histoire. Voilà, et en fait, elle n'est pas finie et elle est beaucoup plus mêlée qu'on ne l'avait imaginé autrefois. Alors, ceux qui en tirent parti, ce sont effectivement un certain nombre d'agitateurs, peut-être, mais le fait de ne pas vouloir analyser, je crois que c'est un crime contre l'esprit. Ne refuser de voir, c'est ce que vous dénoncez dans votre livre, Gilles Kepel, je le rappelle, Prophète en son pays, c'est publié aux éditions de l'Observatoire. Merci pour votre analyse de la situation là-bas et de la situation ici.